Vous savez qu'il y a 3 types d'investisseurs hein, sur la place que vous allez solliciter pour votre levée de fonds. Hein. Vous avez qui hein? Le business angel. Donc, les business angels, c'est des particuliers, des non-professionnels de l'investissement. C'est votre voisin, c'est votre ancien boss, c'est la personne assise à côté de vous qui aurait un peu d'argent. C'est les business angels. Ok, très bien. Ensuite, vous avez qui comme financier qui va vous financer? Les fonds. Ouais, les VC. Donc eux, c'est l'inverse des BA, c'est-à-dire que c'est des professionnels de l'investissement, c'est leur métier, ils font que ça, c'est comme ça qu'ils gagnent leur vie. C'est pas leur argent qu'ils investissent, c'est l'argent d'investisseurs que eux-mêmes ont récolté. Et puis après, qui est-ce qu'on aurait comme institutionnel? Voilà, institutionnel. Nous, qu'on appelle dans le jargon des industriels. Donc, typiquement, Air France est un industriel. Les business angels, c'est des personnes qui sont capables de prendre des risques que d'autres personnes ne sont pas capables de prendre. Donc c'est super pour se mettre le pied à l'étrier. La difficulté, c'est que vous savez, depuis la fin de l'ISF en 2018, c'est ça, les business angels, ils ont chuté. Hein. Il y a maintenant globalement 2 groupes de business angels très actifs en France. Tous les autres clubs ne sont plus très actifs. La deuxième difficulté avec les business angels, c'est que comme c'était des non-professionnels, vous pouviez avoir des deals et des propositions très inusuelles. C'est normal, moi je ne suis pas électricien, si je vous fais votre électricité, vous n'attendez pas que ce soit comme avec un électricien. Donc ça pouvait poser des problèmes dans la vie de la société. Vous pouvez vous demander par exemple un droit qu'on appelle un droit de pari passu. C'est un droit qui dit que si demain vous donnez des droits autres à un autre investisseur, typiquement à un fonds, et ben, le business angel qui a investi au tout début, il est automatiquement upgradé, hein, comme sur la France, il est upgradé en première classe alors qu'il n'a pas payé la première classe. Et en fait, ça c'était une difficulté parce que les fonds d'investissement, pour eux, c'était un deal killer. Impossible que quelqu'un soit upgradé s'il ne remet pas de l'argent au pot à la valo actuelle. Vous voyez que la difficulté pouvait naître. Les fonds d'investissement, c'est de mieux en mieux. Les fonds d'investissement lèvent de plus en plus d'argent. Il y a de plus en plus d'argent disponible pour les fonds. Sachez juste que les fonds d'investissement ont globalement des politiques d'investissement un peu similaires. Ce n'est pas exactement les mêmes, mais c'est un peu similaire. Et du coup, selon votre business model et la manière dont vous êtes structuré, vous pouvez être éligible ou pas. Et si vous n'êtes pas éligible au financement par les fonds d'investissement, ce n'est pas que le projet n'est pas bien, ce n'est pas que l'équipe n'est pas compétente. C'est juste qu'ils ont des critères voilà, c'est des institutionnels, ils ont des critères. Si on n'est pas dans les critères, c'est compliqué d'avoir leur attention. C'est quoi leurs critères leurs critères favoris, on va dire, parce que ce n'est pas des exclusifs, mais favoris, c'est être en SaaS, donc c'est du logiciel d'abord, donc pas du hardware, et B2B, ça ils adorent. Globalement, si vous êtes du SaaS en B2B, vous êtes déjà totalement éligible à quasiment tous les fonds d'investissement. Si vous faites du hardware pour des consommateurs, bah, c'est plus compliqué. Voilà. En tout cas, ce ne sera pas les fonds d'investissement, ce sera compliqué les fonds d'investissement. Donc ça c'est les VC. Les levées de fonds avec les VC sont de plus en plus faciles, je trouve, et de mon expérience. Pourquoi? Parce que tout le monde s'est professionnalisé. Les VC, maintenant, n'essayent plus, en principe, les bons VC, de tordre le cou à l'entrepreneur. Ils ont compris qu'il faut que vous aligniez, que vous êtes sur un petit bateau qui essaie de franchir la Manche. Si on vous met des coups de coude, ça ne sert à rien parce qu'en fait, vous allez sombrer et leur argent avec. Donc c'est de plus en plus facile de lever avec des fonds. Les propositions d'investissement qu'ils nous font sont de plus en plus favorables aux entrepreneurs. Et maintenant, on n'est pas très nombreux, mais on existe quand même. Il y a des avocats pour startups, ce qu'il n'y avait pas avant. Typiquement, j'en fais partie. Et en fait, on a l'habitude de travailler avec les fonds, ce qui fait que quand le fonds vient avec sa proposition, nous, on a déjà 15 autres deals qui ont été faits avec le fonds récemment. Et du coup, c'est compliqué pour le fonds de nous refuser un truc qui a été accepté dans plein de deals précédents. Même on connaît leurs avocats, leurs habitudes, ils nous connaissent. Donc disons que c'est beaucoup plus facile qu'avant et ça coûte aussi beaucoup moins cher hein, du coup, en intermédiaire, en frais d'avocat pour lever des fonds avec des VC parce que tout va de plus en plus vite puisque tout est de plus en plus visuel. Et alors, bon, les corporates, c'est bien parce que c'est des entreprises qui peuvent avoir les poches longues. Il y a quand même des difficultés avec les corporates, c'est que quand il y a un corporate qui investit dans votre startup, pas le fonds venture, vraiment le corporate,
AXA, mais pas AXA Strategic Venture, AXA, Danone, Sanofi, Air France. En principe, en principe, hein, on essaie de faire des statistiques, le corporate, il investit dans votre startup, pourquoi? En principe. Pour éviter un concurrent, pour compléter une activité qu'il peut avoir, voilà, c'est une logique industrielle. C'est ça, exactement, c'est une logique industrielle. Donc le but, c'est de, à terme, vous racheter, monter au capital. Le corporate n'essaie pas d'investir dans votre startup pour faire de la spéculation. La spéculation, c'est un gros mot, mais ça veut juste dire acheter bas pour revendre plus cher. C'est ça de la spéculation. C'est ce que font les autres investisseurs. Le fonds, quand il y a AXA ou Danone qui investit dans votre startup, ils n'en ont rien à faire de gagner 10 millions d'euros en revendant votre startup dans quelques années. Ce n'est pas ce qu'ils cherchent. Ils ne vont pas vouloir faire ça. Ils ont d'autres manières de gagner de l'argent. Eux, ce qu'ils vont vouloir, c'est vous racheter à terme. Et du coup, quand vous avez un corporate qui entre dans votre capital, il y a une tension tout de suite qui s'installe parce que vous souhaitez revendre votre startup le plus cher ou le moins cher possible? Le plus cher. Le corporate, il souhaitera vous racheter le plus cher possible ou le moins cher possible? Voilà. Bienvenue. La coloc, elle est sympa alors du coup. Hein. Donc il va orienter les décisions. Ouais, c'est pour ça que ça peut être très compliqué d'avancer ensuite avec d'autres partenaires. Disons que quand on avance avec un corporate, souvent, c'est pas systématique, hein, encore une fois, mais souvent, en fait, on s'est marié. On s'est marié et le but, c'est de finir avec le corporate l'aventure. C'est ça, exactement. D'ailleurs, les fonds d'investissement, dans leur proposition d'investissement, disent que si demain il y a un industriel qui entre au capital de votre startup, il vous demande un droit de pouvoir sortir. Donc vous imaginez en fait le red flag que c'est pour les investisseurs. Vous avez compris, les investisseurs, quand ils investissent dans votre startup, ils vous demandent en général un droit de pouvoir sortir à tout moment si un industriel prend du capital, à cause de cette tension que j'ai exposée. Il n'y a pas aussi, on nous a dit de nous méfier du fait qu'en fait les industriels avaient tendance à mettre eux un droit de, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais en gros si quelqu'un d'autre vient investir, ils ont la possibilité d'avoir en premier de s'exprimer sur oui ou non. Ouais. Alors exactement. Alors, en général, c'est tous les investisseurs qui le demandent, mais pour les industriels, la stratégie, elle est vraiment très claire. Donc ce droit, pour ceux qui veulent une précision, c'est le droit de pouvoir, je peux dire de manière familière, remettre au pot en priorité. Donc le jour où il y a un autre financement, c'est le droit de pouvoir souscrire en priorité au financement. C'est le droit aussi de pouvoir racheter les actions que quelqu'un voudrait vendre par priorité. Donc c'est le droit de préemption, comme quand il y a un immeuble ou un terrain qui est à vendre, la mairie peut préempter. Là, c'est la même idée. Et donc finalement, c'est compliqué ensuite. C'est une raison supplémentaire qui fait que c'est compliqué d'envisager par exemple la vente à un autre industriel parce que, regardez, je vous explique. Moi, typiquement, on va prendre l'aérien parce qu'on connaît tous les différentes compagnies. Enfin, on va dire par exemple Air France, EasyJet. Si à mon capital, j'ai EasyJet, Air France aimerait bien m'en racheter. Pour eux, ça va être compliqué pour Air France de dépenser beaucoup d'argent, de temps pour faire un audit, pour se rapprocher, pour voir si on pourrait m'acheter, s'ils savent qu'au dernier moment, dans tous les cas, EasyJet peut dire au fait, Air France, non, c'est moi qui rachète, au revoir. C'est une raison de plus pour laquelle c'est spécial et du coup, il faut être bien conscient des tenants et des aboutissants que le fait d'avoir un industriel au capital. Donc, oui, il y a ces droits que demandent les industriels. Les financiers le demandent aussi, mais c'est dans une autre perspective. Les financiers, c'est pour être les premiers à pouvoir remettre au pot, mais ils restent alignés avec vous. Donc, ils ne vont rien bloquer par la suite. C'est juste qu'ils veulent dire dès que tu cherches des fonds, viens me voir avant. Est-ce qu'une des parades, c'est pas au moment où rentre cet industriel de négocier dans quelles conditions il obtiendra 100% des parts de la société? C'est exactement ça. C'est exactement ça. Donc déjà, on essaie de ne pas leur donner de droit de préemption, des droits de pouvoir remettre au pot en premier. Et si l'industriel prend un pourcentage assez important du capital, ce qui est conseillé, c'est en fait dès l'entrée de l'industriel, qui prend par exemple 30% du capital, de prévoir un mécanisme de vente par les fondateurs de l'entreprise à l'industriel si on atteint tels objectifs, par exemple. Donc dès le début, on sait que si on atteint ces objectifs, on peut avoir un rachat de l'industriel et on prévoit dès maintenant le prix de ce rachat. C'est ça l'intérêt.